Bonjour à tous, moi je suis ravi de vous accueillir ce matin depuis la rédaction de Stratégie. Bonjour Bertie, bonjour Julie et bonjour David qui sont là avec nous pour une heure de... C'est un moment important parce que en fait Lyon et la ACC ont fait un gros travail avec cette enquête Opinionway à laquelle ont répondu 3000 personnes. C'est-à-dire que 3000 personnes sont allées au bout de l'enquête. Il y en a 10 000 qui se sont connectés, je crois, de mémoire. Donc ça veut dire que tout le secteur s'est mobilisé autour de cette enquête. Je pense que tout le monde a envie quelque part de passer le cap, d'avancer sur ce sujet-là ensemble, en fait, de se mobiliser. Et c'est ça qui est bon signe. C'est pour ça qu'on a repris cette enquête dans Stratégie la semaine dernière, la semaine passée, et puis qu'on on a organisé cette webconférence ce matin pour échanger avec vous, pour aller plus loin, pour débattre de tous les sujets, même ceux qui fâchent, parce qu'on pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avancer sur ce sujet-là. Alors, moi, personnellement, en tout cas, à Stratégie, la première fois que je me suis saisi de ce sujet-là, c'était il y a 10 ans. En fait, en 2011, j'avais fait une enquête sur le harcèlement sexuel en agence. J'avoue que je ne connaissais pas très bien le secteur des agences à ce moment-là. C'était en pleine affaire Strauss-Kahn. Et en fait, cette enquête m'avait saisi, m'avait pas mal remué, pour dire. Et entre autres, le témoignage d'une jeune étudiante qui avait vécu quelque chose d'assez terrifiant en agence. C'était sa première expérience en entreprise. Je pense qu'elle a été dégoûtée par cette expérience. Elle est partie vers un autre secteur du coup. On a raté quelque a raté quelque chose. Il a perdu une personne, mais aussi une image, puisqu'en partant de là, elle est partie avec cette image terrible de ce secteur. Je pense qu'il y a un gros loupé par rapport à ça. Il ne faut pas négliger ça. Ça fait des dégâts collatéraux énormes. Donc ce traumatisme-là, je pense que je me suis dit que c'était... Voilà, on devait nous-mêmes, en tant que médias professionnels du secteur, accompagner cette transformation du secteur. Donc la rédac de Stratégie s'est mobilisée 3 ans autour de ce sujet-là. On a fait plusieurs enquêtes sur MeToo. Et la rédaction s'est mobilisée autour de ce sujet-là. Ça nous a valu parfois des réactions, parfois des coups. C'était pas toujours simple de monter au créneau sur ce sujet-là, mais bon, on l'a fait parce qu'on pense que c'est le rôle de Strat d'être là et d'être là sur ce sujet important. Sur ce sujet-là, mais comme sur d'autres, la semaine prochaine, on fera une enquête sur un numéro entier de stratégie sur le sujet de l'inclusion et de la diversité pour montrer que là aussi on a des efforts à faire et que le secteur de la com a du travail à faire. Mais pour faire ce travail journalistique, pour accompagner ces transformations, pour relater ces enquêtes, on a besoin de journalistes. C'est une douzaine de journalistes à Stratégie, donc une douzaine de cartes de presse, c'est la plus grosse rédaction du secteur. Et pour ça, nous, on a besoin de vous, c'est-à-dire qu'on a besoin d'agences qui soient abonnées, on a besoin de personnes mobilisées autour de nous et qui s'abonnent à Strat, qui ne partagent pas nos PDF sur les réseaux sociaux parce que ça tue la presse. Partager les PDF et nos enquêtes sur les réseaux sociaux, ça tue la presse à petit feu. Donc merci de nous accompagner, de nous aider aussi en vous abonnant à Strat et en respectant ce modèle-là qui est payant. Parce que c'est ça le prix de l'enquête, c'est ça le prix aussi de ce travail journalistique de qualité. Voilà. Alors, avec nous ce matin, je vous dis Bertie Toledano, présidente de BETC et coprésidente de la ACC. Bonjour Bertie. Bonjour, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Bonjour Gilles, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Avec nous également Julie Régis, qui est présidente des Lyonnes. Bonjour, tout comme Bertie, je suis ravie. Merci beaucoup Gilles pour cette invitation et pour cet événement. C'est très important pour nous de voir que, au-delà des chiffres, le sujet doit être repris et discuté. Donc, je suis vraiment contente d'être là ce matin pour représenter les Yonnes. Et puis David Leclavard, à la fois président de StryGad et coprésident de l'ACC. Bonjour tout le monde et puis merci d'être là. Alors, on vous laisse vous installer, prendre place dans cette salle virtuelle. On est content de vous avoir ce matin. Il y avait, au dernier compteur, on était à près de 400 inscrits à cette webconférence. Donc, ça veut dire que le sujet intéresse, fonctionne bien et qu'on va transformer ensemble notre secteur. Alors, d'abord, je voulais commencer par des bonnes nouvelles parce qu'on est au-delà du sujet du harcèlement, on est un peu dans une période un peu difficile. Donc, c'est bien quand on a aussi quelques bonnes nouvelles. Il y a des choses qui vont mieux quand même. On a vu que MeToo Pub et cette mobilisation des Lyonnes, mais aussi de la ACC, on commence à porter ses fruits. Il y a quand même quelques effets positifs. Moi, je voulais commencer par cette première slide.
53% des salariés de notre secteur, des personnes interrogées, disent que le climat est serein et 39% qu'il est neutre. Donc, au global, ça va mieux quand même. Il y a une prise de conscience. Et pourtant, on est dans une période de crise. Pourtant, autour de nous, on voit bien que c'est la tourmente et qu'économiquement, ce n'est pas simple. Mais 53% disent que le climat est serein. Julie, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous en pensez de ce premier chiffre? Alors, pour démarrer sur une note positive, on va se réjouir de ce premier chiffre parce que bien entendu, on n'a pas du tout envie qu'aucun des talents qui se trouvent dans nos agences aujourd'hui ait à souffrir d'un climat difficile. Donc, on va dire la moitié des répondants qui trouvent que le climat qui les entoure est serein, c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit véritablement que quelque chose se passe aujourd'hui dans les agences et quelque chose se passe aujourd'hui dans l'industrie. Le fait qu'on soit tous les 4 réunis ce matin pour en parler le prouve. Et c'est très important pour nous parce que la Lyon, on vient de fêter nos 2 ans officiellement, le collectif, hein, et ça fait 2 ans qu'on essaie de faire un travail de fond, un travail de sensibilisation pour que justement ces sujets-là soient pris en main. Donc ils émergent aujourd'hui dans les agences et nous, on a envie de croire à un moment donné qu'on y est pour un petit peu quelque chose et que ça aide justement parce que plus on parle de ces sujets-là, plus sans doute à un moment donné que les gens qui travaillent dans nos agences trouvent que le climat est serein et qu'on peut aborder ces questions-là ouvertement. Et c'est cette idée de libération de la parole qui nous intéresse. Donc dans ces 53%, on imagine 53% de gens qui se sentent à l'aise pour aborder ces sujets-là aujourd'hui dans leur quotidien d'agence. Même question, Bertie. Alors, c'est 53% de personnes qui disent que le climat est serein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoutez, tant mieux, heureusement. J'ai envie de vous dire, ce qui est affolant, c'est qu'il y a des gens, il y en a 7% qui vivent dans des climats qui disent inquiétants ou toxiques. Donc, même si le chiffre est petit, en fait, c'est difficile d'imaginer 7% d'une profession qui vit dans un climat difficile. Après, je suis d'accord, je trouve ça positif que les gens vivent dans un climat serein, dans un climat neutre. On sait très bien comment on apprécie ce chiffre pour les autres 30%, j'ai envie de vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est important, c'est je pense que les agences ont de plus en plus à l'esprit le fait qu'elles sont des entreprises. Donc, ce sont des entreprises comme les autres, ce qui n'était pas forcément le cas au départ quand on a commencé ce métier. Vivre en agence, c'était une ambiance en soi, c'était un monde en soi. Et là, de plus en plus, les questions de management, les questions de bien-être au travail, les questions de rapports sociaux, de relations entre les uns et les autres deviennent centrales dans les agences. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. David, même question, alors, même réaction sur ces 53%? Je partage grosso modo ce qui est dit. Ce qui est surtout important, je trouve, c'est de se dire que c'est un rapport initial, en fait. C'est un point de départ. Si on a décidé de faire cette étude avec la Lyon, c'est pour pouvoir mesurer, parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura de progrès que si on peut mesurer ce qui se passe. Donc, on peut se réjouir ou pas du chiffre de 53%. En tout cas, c'est le constat qu'on fait aujourd'hui. C'est en effet encourageant pour certains qui pensent que c'était bien pire. Après, comme le dit aussi Bertie, 7% de gens qui sont dans un climat toxique, c'est super problématique, il faut amener des réponses. Mais le plus important pour moi, c'est qu'on commence à mesurer réellement la manière dont les choses sont perçues au sein du secteur pour pouvoir progresser sur tous les points. Et pour moi, c'est la bonne nouvelle de cette démarche-là, c'est qu'on sait très bien que les sujets qu'on aborde autour du harcèlement sont des sujets de société extrêmement complexes. Et hélas, notre secteur n'est pas épargné. Or, nous sommes un secteur de talent, et c'est ça qui nous réunit tous aujourd'hui. Et que si on veut être très attractif pour les talents qui expriment bien l'époque, il faut être en capacité de proposer des endroits qui sont agréables à vivre, où on peut s'exprimer. Et là où Bertie a raison, c'est que les agences sont des entreprises, et qu'une entreprise, elle est là pour mettre aussi des cadres, et on voit souvent que c'est ce qui manque. Donc l'intérêt de cette étude est de voir qu'il y a un point d'étape, on pourra voir comment est-ce qu'on met en place des programmes pour que les chiffres évoluent dans le bon sens. Alors, toujours pour rester dans cette partie, cette note un peu positive, je voulais montrer une seconde slide qui est sur le sujet de l'égalité et de la parité.
Là aussi, il semble y avoir une prise de conscience. 74% des personnes interrogées affirment que dans leur agence, les sujets égalité et parité sont prioritaires ou importants. Alors, chez BETC, je sais que c'est le cas forcément, mais Bertie, est-ce que 74%, on est au niveau? Est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? Oui, enfin, je pense que ça ne peut pas être secondaire. Donc, j'ai envie de vous dire que ça veut dire qu'il reste encore quand même un quart des personnes à convaincre que c'est un sujet prioritaire. La deuxième chose qui est peut-être plus intéressante par rapport à l'étude, c'est qu'on observe qu'il y a quand même un coefficient de corrélation entre les entreprises qui sont co-managées, où la parité, la mixité est préservée, et la qualité des relations humaines dans ces entreprises. Donc, moi, je suis ni pour que des femmes ni pour que des hommes. Je suis pour la mixité. Je pense que la mixité, ça favorise le dialogue, l'écoute, etc. Et la mixité à tous les niveaux. Parce que, en fait, ce qui se passe dans nos métiers, c'est qu'il y a beaucoup de femmes à l'entrée de nos métiers et il y en a beaucoup moins en haut. Et donc, je pense que c'est là où plus on progressera, c'est-à-dire plus les femmes auront des postes de direction, plus elles auront des postes de management, plus quand même on résoudra aussi ce type de problématique et on pourra dialoguer plus facilement sur ces sujets. David, qu'est-ce que vous en pensez aussi de ces 74%? Je partage le point de vue de Bertie. Ce qu'on voit surtout, c'est que de façon générale sur l'étude, il y a une différence de perception énorme entre les hommes et les femmes. Et déjà dans la participation, parce qu'en participation, il y a une majorité de femmes qui ont évidemment participé, autour de 70%, là où en vérité, par rapport à la profession, généralement, on est plutôt autour de 55% de femmes dans nos métiers. Donc c'est un sujet qui les concerne plus. Et quand on regarde les résultats de chaque sujet, que ce soit la parité homme-femme, que ce soit la parentalité ou que ce soit le sujet de harcèlement, et la perception des hommes et des femmes ne sont pas du tout les mêmes. Donc évidemment, enfin, c'est une forme d'évidence, on sait bien que les hommes et les femmes sont différents, mais en tout cas, dès lors qu'on rentre dans le corps social de l'entreprise, cette différence-là devrait quand même s'estomper absolument. Et ce n'est pas le cas. D'autant plus que les femmes, comme on le voit dans les résultats, sont une grande partie de la solution. Dès lors qu'on est dans une entreprise où des femmes sont à la direction, on s'aperçoit que les chiffres sur les sujets de harcèlement sont bien meilleurs, mais avec des facteurs qui sont extrêmement impressionnants. Donc on sait déjà qu'il y a une très bonne solution par rapport à ces problèmes, c'est une parité dans le management, notamment au COMEX. Après, notre profession est plutôt plus avancée que d'autres là-dessus, mais le chemin est encore long, parce qu'on voit bien que, grosso modo, si on prend des études sectorielles ACC, il y a 70% de femmes dans les postes de direction en agence. Par contre, au top management, ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est là où il faut faire en sorte que cette parité soit plus forte, parce que c'est un des grands vecteurs de progrès. Et comme on cherche des solutions pour avancer ce sujet-là, il y en a une qui est simple à mettre en place, et c'est la parité homme-femme. Julie, réaction sur le sujet de Alors, je suis obligée de faire l'écho de ce que viennent de dire Bertie et David. La parité au sein des organes de direction, c'est très important pour nous parce que, comme on le voit là dans les chiffres, ça fait une véritable différence sur le climat en fait qui règne dans les agences et également sur la façon dont sont gérées les problématiques de harcèlement. Donc cette parité, en fait, il faut que ça devienne pour toutes les agences et pour toute l'industrie une obsession. Et encore une fois, on est un secteur ultra féminisé, donc c'est pas comme si à un moment donné des femmes de talent on n'en avait pas. Et il faut qu'on les aide à un moment donné à justement arriver, éclater les plafonds de verre et arriver jusqu'aux organes de direction. Donc oui, cette parité, elle est importante. Moi, j'aimerais juste revenir sur ce 74% en note positive. C'est très bien et ça doit nous prouver à tous qu'à un moment donné, les agences sont prêtes à évoluer et à s'approprier ces sujets-là, ces sujets de parité et d'égalité. Jusque-là, en fait, on s'y était jamais vraiment intéressé. Ça dépendait vraiment d'une agence à une autre, d'une structure à une autre, peut-être même au sein d'une même agence, d'un département à un autre. Là, ce que ces chiffres-là nous disent, c'est qu'on peut véritablement faire du sujet de la parité et de l'égalité un sujet de culture au sein des agences. Et on sait à quel point la culture dans nos métiers et dans nos agences est importante. Donc moi, ce chiffre-là, je le lis comme ça, en fait, comme une attente et une envie pour que ces sujets-là soient poussés plus loin et suivis d'effets et d'actes concrets. Comme on a plein de questions dans le chat, mais vous pouvez continuer à nous en poser. Il y a une question qui est sur les quotas. Est-ce que finalement,
le système des quotas n'est pas la solution pour arriver à cette égalité parfaite au sein des comités de direction hommes-femmes. On voit que ça coince. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je veux bien prendre la parole dessus. On voit à un moment donné que dès lors que des quotas sont mis en place, et ça peut être un quota aussi simple que une moitié d'hommes et une moitié de femmes au sein des organes de direction, ça fait une différence. Tant qu'à un moment donné, ces quotas-là ne sont pas mis en place et on ne se compte, entre guillemets, que sur la bonne volonté des uns et des autres, hein, les choses se passent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lentement. Je pense qu'on est une industrie où on a tendance à beaucoup s'auto-réguler. On devrait pouvoir le faire aussi sur ce sujet-là. Et encore une fois, imposer à un moment donné le fait que les organes de direction soient paritaires. Les quotas, merci David. Tu veux que je réponde, Bertie? Oui, vas-y. Je crois que c'est une décision politique. Alors après, ce qui est compliqué, c'est qu'en tant que président de la ACC, nous, on n'a pas de rôle de police des agences. On ne peut rien imposer aux agences. On est un syndicat professionnel. On est là, par contre, pour aiguiller notre secteur, pour qu'il soit un secteur de progrès sur ces questions. Et la place des femmes dans la société est un grand sujet de société. Et depuis longtemps, il faut qu'on le porte sur toutes les dimensions, que ce soit la représentation qu'on peut avoir dans les messages que nous créons, ou que ce soit dans nos entreprises, pour être exemplaires. D'autant plus que on sait que c'est possible. En effet, il y a des femmes de grand talent, plein d'agences partout, et donc on est à un endroit qui est propice pour le développement. Donc l'ACC a travaillé dessus, parce que déjà en 2018, il y avait une étude qui avait été faite sur les disparités hommes-femmes, donc c'est un sujet qui est identifié, mais on voit bien que ça ne doit pas suffire, parce qu'il y a encore des endroits où ce n'est pas le cas. Donc à part montrer que ça fonctionne, montrer que c'est une solution, montrer que typiquement sur les sujets comme le harcèlement, les entreprises où les femmes sont présentes au comité de direction, elles se comportent beaucoup mieux que d'autres. Montrer que, comme d'autres études le montrent, que les femmes, quand les femmes sont partage de direction ou sont à la direction d'entreprise, la performance d'entreprise est meilleure. C'est le type d'action qu'on peut mener à l'ACC. Après, sur les quotas, hélas, nous, on n'a pas la main là-dessus. C'est une décision politique. Et après, chacun verra ce qu'il souhaite faire. Ok. Alors, slide suivante, on a beaucoup de questions et de réactions sur les quotas. Effectivement, dans les conseils d'administration, il y a des quotas, ça existe déjà, la loi Copé-Zimmermann. Mais ce qui coince, on voit que c'est quand même au niveau des comités de direction. Dans les agences, surtout, on est dans un secteur, comme on le disait tout à l'heure, qui est très féminisé. Et pour autant, il y a un blocage au niveau des comités de direction encore aujourd'hui. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. David disait tout à l'heure qu'il y avait un décalage dans les perceptions hommes-femmes sur la situation, et c'est flagrant tout au long de cette étude. On a pris en exemple le sujet de la rémunération. Je voyais tout à l'heure qu'il y avait sur des différences de salaire voilà, chez BETC, mais je pense que c'est pareil partout dans toutes les agences. Je sais que pourtant BETC fait des efforts par rapport à ça. Comment vous expliquez cette différence de perception hommes-femmes, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Finalement, est-ce qu'il n'y a pas des actions de com à faire vis-à-vis des hommes aujourd'hui pour changer les mentalités? Bertie? Alors, je vais prendre la question parce que j'ai vu dans les commentaires sur l'égalité des salaires chez BETC. L'égalité des salaires chez BETC, la différence, elle est de 0,7%. Je sais parce que nous, on la mesure chaque année et c'est un organisme indépendant qui la mesure. Et c'est ce qui nous a permis d'obtenir cette année la certification 14001, qui est la plus grosse certification qu'on puisse avoir en termes de RSE et de trucs. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses sur l'égalité des salaires. Il y a la réalité et la perception. Les gens peuvent avoir la perception qu'ils n'ont pas le même salaire et qu'ils mériteraient le même salaire. Et puis, il y a la réalité à poste, expérience et compétences égales. Donc, il y a une appréciation qui reste quand même à la charge de l'employeur, qui est celle de est-ce qu'on est à compétences égales, est-ce qu'on est à responsabilité égale, etc. Je peux vous dire deux choses. C'est sur l'agence, en tout cas, moi, ce que je vois, ce qui est intéressant de faire, c'est pour moi, ça ne doit jamais être une question de sexe. En fait, ça ne doit même pas rentrer en ligne de compte. Moi, je ne comprends pas que ça puisse rentrer en ligne de compte. La seule chose qui peut rentrer en ligne de compte, au contraire, c'est une incitation positive. C'est-à-dire que nous, on a pris des partis. Parmi les partis pris, celui de systématiquement bonifier, enfin accorder un bonus aux femmes enceintes.
Pourquoi? Parce qu'il y avait un truc dans l'entreprise qui était que finalement, la maternité devenait un handicap à la production, à la progression des salaires. Et que si vous voulez, moi j'ai été mère moi-même, si vous voulez permettre à une femme qui vient d'avoir des enfants de revenir, il faut aussi l'encourager par le salaire parce que ça fait augmenter ses charges, etc. C'est un moment où on le sait, c'est un moment compliqué dans la vie des femmes. Et donc, il faut accompagner spécifiquement les moments qui sont des moments délicats comme ça, qui sont les moments où on devient maman, les moments où tout d'un coup, la charge qui incombe aux femmes devient tellement importante qu'il faut l'aider et l'accompagner par une hausse de salaire. La deuxième chose que je veux dire par rapport à cette question de salaire, c'est que là aussi, la parité au comité de direction, c'est une bonne façon pour vérifier la parité des salaires. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est, on est quand même, quand vous êtes à des postes de direction, c'est vous qui voyez la grille des salaires et c'est vous qui contrôlez quand même dans une structure RH comment progressent les salaires des uns et des autres. Donc, je pense que c'est très important et c'est très important d'en faire un sujet d'information parce que souvent les gens, s'ils disent en fait il y a des inégalités et tout, c'est parce qu'on ne communique pas non plus suffisamment en positif sur où est-ce qu'on en est précisément, qu'est-ce qu'on observe. Et donc, ce qui est visible dans cette étude, c'est un grand déficit d'information, un grand déficit d'information et de formation sur ces sujets-là. Et en particulier vis-à-vis des hommes. On voit, hein, effectivement, ce ne sont pas forcément les mieux au courant et les mieux sensibilisés sur ces sujets. Julie, là-dessus, sur ce sujet-là du gap homme-femme, en fait, dans la perception. Je crois que ça doit nous interpeller sur le fait que, en fonction du genre, on vit des réalités qui peuvent parfois être différentes et parallèles au sein des agences. Et le seul moyen, à un moment donné, de faire en sorte que tout le monde, hommes et femmes, vivent le même quotidien et les mêmes réalités, c'est la transparence, en fait. Donc il faut, de manière beaucoup plus transparente, être capable de communiquer, par exemple, sur les rémunérations. C'est sûr que le point de vue masculin ici tend à dire qu'ils ne sont pas favorisés. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les chiffres du côté des femmes, en fait, parce qu'elles sont relativement mesurées. La moitié d'entre elles pensent que les hommes sont favorisés en termes de rémunération. Donc ces différences-là, le seul moyen à un moment donné de les traiter, c'est avec de la transparence, avec des chiffres, avec de la communication au sein de chaque agence, qu'on soit dans des très grosses structures où cette communication elle est organisée ou dans des toutes petites structures familiales où parfois les choses restent un tout petit peu plus informelles et opaques. Ça devrait être une obligation pour les directions en fait, de rassurer tout le monde sur ces points-là. David, sur ce sujet de perception des hommes? Oui, je partage. C'est-à-dire que tout ce qui est dit est très juste. En fait, le genre ne devrait pas être une question. Et d'ailleurs, depuis que je fais ce métier, ça n'a jamais vraiment été, pour moi, ça n'a jamais vraiment été une question, par exemple. Donc, les endroits où j'étais, ce n'était pas vraiment une question. J'ai eu plus de patronnes que de patrons. Donc, on est déjà dans un secteur où, je ne sais pas comment dire, qui est relativement non-genré. Pour autant, parce qu'on est dans une société qui est éminemment masculine depuis toujours, il se trouve que les systèmes qui sont en place sont plutôt des systèmes dirigés par les hommes. Et donc, je crois qu'il y a à la fois une histoire qu'il faut faire évoluer, et c'est la bonne nouvelle, et il y a un moment de friction qui est très fort. Et je crois que la chance qu'on a dans notre industrie, c'est qu'on peut aller plus vite qu'ailleurs pour montrer qu'une industrie où il y a une parité homme-femme, ou en tout cas le genre n'est plus une question, est une industrie performante. Sur plein de dimensions, que ce soit l'organisation de l'entreprise, que ce soit la créativité, que ce soit la stratégie. Parce qu'en plus, il y a une richesse à partager, évidemment, les points de vue féminins et masculins sur des sujets. Donc, non seulement ça ne devrait pas être une question, mais par ailleurs, on a l'opportunité d'aller plus loin que d'autres secteurs, à mon avis. Par contre, je crois qu'on subit un truc qui est assez fort, qui est l'histoire, avec beaucoup d'agences qui ont été créées, des agences historiques qui ont été créées à l'époque où il n'y avait que des hommes. Je prends le cas d'Australie, c'était créé par 2 frères, et aujourd'hui, c'est un frère et une sœur. Donc, c'est une petite évolution. Mais on va au rythme aussi de la société d'une certaine façon. Et une démarche plus volontariste pourra amener, à mon avis, à envoyer des signes plus forts. On voit bien qu'une agence comme BETC a toujours été très paritaire et continue à l'être très important pour elle, et ainsi de suite. Pour y arriver, il y a un champ de perception à opérer, certainement plus fortement auprès des hommes, parce que le contexte
fait en sorte qu'ils sont moins concernés. Je ne crois pas que ce soit un problème ni de genre ni de personnalité, je crois que c'est un problème de contexte en fait, qui fait que les hommes sont peut-être moins concernés par ce sujet-là. Parce que d'un point de vue sociétal, dans ces contextes-là, ça les touche un peu moins. Et on sait que la communication, il faut un peu de temps pour qu'elle opère un champ de perception. Donc, ça me paraît essentiel de travailler sur ces sujets-là et d'informer en interne. Parce que ce qui est très marquant dans l'étude, Bertie en a déjà parlé, je crois, c'est que sur quasiment tous les sujets, on va trouver entre 35 et 45 ou 50% de gens qui ne sont pas au courant. Et sur le sujet, par exemple, de l'égalité des salaires, typiquement, il y a des gens qui ne sont pas au courant. À 35%, je crois, de mémoire. Donc, c'est énorme, 35% des gens qui ne savent pas s'il y a la parité salariale dans leur agence. Donc l'information est essentielle et la transparence est une très bonne solution pour y arriver et concerner tout ça. Il faut, ce que j'ai vu dans les conversations, il faut encourager les congés des papas. Et donc faire progresser le congé de paternité, en fait. Parce que plus les hommes prendront des congés de paternité et plus on sera aussi égalitaire et dans l'équilibre de la charge. Parce que c'est connu, les hommes qui s'occupent des enfants sont des hommes qui ont plus la responsabilité des enfants, de manière générale. Parce que c'est un apprentissage, c'est comme tout le reste, quoi. Donc je pense que dans des fonctions de management, surtout, il faut progresser sur cet apprentissage. Je voudrais quand même dire un mot aussi sur le fait que ce métier est en train de faire des introspections qu'aucun autre métier ne fait en ce moment. Honnêtement, je remercie Léliane, je remercie Julie, parce que quand elle nous a proposé cette étude, on était à un moment difficile de la ACC et à un moment difficile de la réputation. J'ai vu qu'il y a des gens qui disent voilà, ce métier a mauvaise réputation, vous n'allez pas pouvoir recruter des talents, etc. J'aimerais vous dire que moi, je vois beaucoup de clients et que j'aimerais qu'ils soient nombreux à faire cette étude. Parce que je pense qu'il y a notre secteur d'activité, mais il y a tous d'autres secteurs d'activité. Je pense que nos industries ont besoin de faire ce travail d'introspection qui est assez général à faire dans la société. Pour une raison simple, c'est qu'on fait partie aussi des pays où les femmes travaillent beaucoup. Beaucoup. Moi, j'ai évolué dans des endroits, vous allez en Allemagne, quand vous faites des enfants, eh ben, vous ne revenez pas au travail, sinon c'est mal vu. Donc, on a la chance de faire aussi partie d'un pays où c'est en train culturellement de faire ce travail-là d'égalité dans la relation au travail. Et tout. Donc, c'est hyper important que là-dessus, on se dise, on est dans un chemin de progrès dans lequel on doit tous s'embarquer. Et c'est pas une fois le cinéma, une fois la publicité, une fois la musique, etc. Il faut qu'on y aille tous ensemble quoi, sur ces sujets-là. Tout à fait. Il y avait des réactions tout à l'heure sur le harcèlement. On va y venir au sujet de harcèlement moral, au sujet du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles, etc. On va les... N'inquiétez pas. Et puis, je voyais aussi une question sur le sujet des clients. Alors, à Strat, on a fait une enquête il y a quelques semaines sur le thème « En finir avec les clients tyrans ». On sait que ça fait partie de l'équation, cette problématique-là, des clients tyrans, en particulier dans les agences, parce que, voilà, il y a cette problématique-là. Donc, on en parlera, mais c'est peut-être en fin de webinaire, parce que je trouve ça intéressant que c'était aussi dans nos échanges avec les Lyon et avec la ACC depuis le début, cette question de rendre à nouveau le secteur de la pub et de la com un éclaireur, c'est Julie qui utilisait ce terme-là, un secteur éclaireur en termes de relations sociales, en termes d'innovation sociale, etc. Et c'est à ce prix-là en fait que le secteur restera attractif pour les jeunes générations. Et je pense que voilà, l'enjeu il est là. Alors sur le sujet suivant, justement sur le sujet du harcèlement moral, avez-vous été témoin de harcèlement moral? Je n'ai pas la slide en tête. Romain, merci. Avez-vous été témoin de harcèlement moral? Donc, on voit que ce sujet-là, il reste fort, hein, 52%, dans un climat qui est tendu, hein, forcément. Bertille, comment on explique ce niveau-là, 52% de réponses positives et en particulier, alors on voit que chez les ex-agences, alors il y a une catégorie importante dans cette étude, ce sont les ex-agences, c'est-à-dire des personnes qui ont quitté le secteur des agences et qui parlent de leurs agences d'avant. La réponse était de 71%, donc c'était beaucoup plus fort chez les ex-agences. Mais quand même, on reste à 52% de oui. C'est un niveau qui est fort quand on parle de harcèlement moral. Comment on peut expliquer ça, Bertille ?
Alors moi j'ai plusieurs points de vue. Je voudrais, si vous me donnez 3 minutes, je vais essayer d'en développer au moins 2. La première, c'est que notre métier n'a cessé de voir diminuer sa valeur aux yeux de ses clients. C'est-à-dire que les négociations des services achats incessantes, année après année, qui font qu'on nous demande de plus en plus de choses, de moins en moins payées, c'est une catastrophe sociale et humaine. Voilà, quand on est à 3% de taux de profit, quand l'ensemble de l'industrie de services est au-delà de 6%, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'on fait un métier de talent. Moi, je dis en permanence, if you pay peanuts, you get monkeys. Hein. Au bout d'un moment, on n'a plus, les gens et les talents ne viennent plus parce que c'est trop difficile, c'est pas assez bien payé, c'est pas assez bien rémunéré et c'est trop dur dans la charge de travail. Donc, je dirais que finalement, la principale qualité des gens qui travaillent aujourd'hui, souvent en agence, c'est la résilience. Et je pense que sur ces sujets-là, il faut qu'on passe de la résilience à la résistance. Il va falloir attaquer sec au sujet de la valeur, attaquer sec au sujet des rémunérations, des compétitions, résister sur le sujet des honoraires. Il faut entrer dans un nouveau cycle parce que, en fait, on a laissé trop entrer en ligne ennemie, je dirais. On s'est fait défoncer les lignes arrière, on dirait militairement. C'est-à-dire que globalement, sincèrement, aujourd'hui, moi, quand j'ai un client qui négocie pas l'année suivante un budget à la baisse, c'est presque un événement, quoi, honnêtement. Et c'est la même chose pour moi. Ça ne change pas les scopes of work, voire les scopes of work. Sur le sujet, par exemple, si on prend l'exemple des compétitions, je ne connais aucun autre métier qui délivre ce niveau-là de travail contre rien. C'est même illégal en France de travailler pour rien. Sincèrement, il n'y a pas d'autres restaurants, d'autres endroits où vous rentrez et vous dites voilà, j'ai rien, mais je voudrais pouvoir goûter à tout. Et où les gens se mettent à 20 à bosser pendant 3 semaines comme des dingues pour rien. Donc, je pense que le sujet de la valeur est sur les comptes, parce qu'on se dit, alors, mais si junioriser les équipes, c'est pas possible, parce qu'en fait, c'est pas vrai, les problématiques sont compliquées, les sujets sont ardus, et donc, en fait, la réalité, c'est que c'est devenu un métier difficile. Moi, si je suis honnête, c'est devenu un métier difficile. Donc, il faut arrêter de se dire les publicitaires, ça déconne, c'est des charlots, et d'ailleurs, ils passent beaucoup de temps à faire la fête et tout. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Les gens passent leur vie à bosser et passent leur vie à bosser pour des clients qui sont de plus en plus durs sur les sujets de rémunération, pilotés par des services achats qui n'ont pas une juste perception de notre contribution à leur progrès économique. Donc pour ça, l'étude de Deloitte, elle est formidable parce qu'elle mesure l'impact de l'investissement dans les métiers de la communication. 1 euro investi en communication, ça produit 7 euros de valeur sur le marché. Donc il faut rentrer dur de la communication sur quel est l'impact de nos métiers et comment préserver la valeur de nos métiers. Du coup, j'aimerais rebondir pour faire écho à ce que dit Bertie sur la problématique de la valeur dans l'industrie, et je pense que c'est critique et que c'est maintenant qu'il faut s'y coller. Nous, chez les Lyonnes, on est souvent contactés en fait par des annonceurs ou par des marques qui veulent justement avoir notre point de vue sur des agences. Donc moi, je veux croire aujourd'hui que la réputation en termes de climat social d'une agence, demain, pourra aussi faire la différence dans les problématiques de pitch. Ça ne fera pas tout, et ce ne sera sans doute pas pour toutes les marques et tous les annonceurs, mais ça existera sans doute. Au-delà de ça, moi, je voulais juste revenir sur le point du harcèlement moral. C'est-à-dire que j'entends quand Bertie parle de problématique de la valeur et de la pression économique et financière qui règne aujourd'hui dans les agences et qui rend le travail plus compliqué. Je pense aussi que, très honnêtement, quand vous regardez que 17% ne savent pas s'ils avaient affaire ou pas à un comportement de harcèlement moral, on est des métiers qui avons été très très mal formés, voire pas formés du tout au management. On est des métiers d'expertise en fait, ou parce qu'on est très très bon en fait dans son expertise, on est promu.
Et puis, on manage des gens du jour au lendemain, parfois en étant très, très jeunes et en étant très, très peu préparés. Donc, bien entendu, à un moment donné, à défaut de formation sur les problématiques de management et de leadership, eh ben, tous les comportements s'expriment et très souvent d'ailleurs, on reproduit les comportements qu'on a connus. Moi, il y a un truc qui me hérisse le poil en permanence, c'est cette idée d'exigence en fait. Parce que cette idée d'exigence, on entend souvent dans les agences, chez nous, on est très exigeant. Et au titre de cette exigence, parfois, en termes de justement de management, on s'autorise absolument tout. On s'autorise des horaires complètement délirants, on s'autorise des façons de parler aux gens qui sont complètement inacceptables. Donc je pense qu'il faut tuer ce mythe de l'exigence parce qu'en fait, l'exigence, elle doit pouvoir aussi cohabiter avec un climat serein et agréable à travailler. C'est pas, ça ne doit pas être incompatible. Et puis après, je pense qu'il faut qu'on forme nos managers à devenir de bons managers, à savoir encadrer des équipes, à savoir à un moment donné encadrer des gens qui sont plus ou moins jeunes. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait dans nos métiers. Nos clients le faisaient de leur côté, mais dans les agences, on l'a très très peu fait. David, sur le sujet du harcèlement moral, qui est quand même majeur dans ce qui ressort de l'étude. Hein. Oui, c'est un sujet extrêmement important qu'on vit tous. Il y a quelques années, il y avait déjà eu un gros sujet autour du burn-out qui avait été pris en main. On était déjà en fait dans du harcèlement moral. Ce que disent Bertie et Julie, les deux constats sont très vrais. Et c'est évident qu'avec une pression économique, étant des métiers qui sont plutôt en bout de chaîne par rapport à la structure des filières, on prend la pression du bout de la chaîne, quoi. Et plus ça va vite, plus on prend la pression. On sent bien que peut-être que les gens ne sont pas assez bien formés ou encadrés pour accepter ou pas cette pression. Parce qu'il faut de la formation et du courage pour être un bon manager aujourd'hui et savoir dire non, en interne comme en externe. Moi, j'y vois une opportunité justement de création de valeur. C'est-à-dire que on a oublié que de mettre des cadres, et notamment des cadres managériaux, des cadres RH, des cadres de dialogue social dans l'entreprise, c'est un investissement et ça coûte de l'argent. Et c'est hyper important. Par contre, ça coûte de l'argent d'avoir un management qui est correctement équipé, qui est correctement formé. Ça coûte de l'argent d'avoir une politique de RH, au moins, ou un département RH. Et ça coûte de l'argent, parce que c'est du temps passé, de mettre en place un dialogue social efficace et tenu. Or, aujourd'hui, ce n'est pas valorisé. C'est-à-dire que les entreprises dans nos secteurs qui n'ont rien du tout et qui sont incapables d'empêcher du harcèlement moral, et des entreprises qui font en sorte de pouvoir mettre en place un climat serein, sont payées exactement de la même façon. Donc il y a un gros travail à faire, je pense, pour la filière, et l'ACC là-dessus peut montrer l'exemple, pour dire, regardez à quel point nos métiers sont importants, structurés, professionnels, et cette professionnalisation-là, elle a de la valeur, comme l'impact de ce qu'on peut faire. Et pas juste valoriser en fait la bonne idée qui vient, ce qui est quelque chose qui existe aussi, qui peut être valorisé de certaine façon. Mais par contre, une entreprise qui sait mettre les cadres pour faire en sorte que les gens puissent progresser de manière durable et épanouissante, pour proposer un travail de qualité durable pour les clients, ça a vachement de valeur, quoi. Et aujourd'hui, on est bien incapable de le valoriser. Et donc, pour moi, c'est une très bonne voie pour pas simplement traiter les symptômes qu'on voit tous et qui créent des tiraillements entre les annonceurs et les agences, mais pour aller sur les causes profondes, qui sont certainement des socles plus forts pour revaloriser le métier aussi. C'est pas la seule réponse, mais c'en est une, notamment dans un contexte, en fait, comme d'ailleurs le disait le Club des annonceurs la semaine dernière, il faut réinventer notre interdépendance avec les annonceurs. La vérité, c'est qu'on a une relation d'interdépendance. Alors oui, les achats sont rentrés dans le jeu, pour le bonheur de certaines personnes et pas de tout le monde, mais en tout cas, il y a une vraie interdépendance qui existe et qu'il faut réinventer. Et je pense que les entreprises qui mettent en place des cadres qui permettent d'avoir, notamment un programme de lutte contre le harcèlement très fort, mais un management qui sait dire non, qui sait accompagner, doivent être mieux valorisés que d'autres. Juste, je vois dans la on dit le management, ça demande des qualités d'écoute et tout, ça s'apprend pas. Je pense au contraire que ça s'apprend. Il y a quand même beaucoup de choses qui s'apprennent dans le management. Entre autres, les retours d'expérience fréquents. C'est-à-dire que les gens, le premier truc du management, c'est quand même d'apprendre à dialoguer de façon plus fréquente avec les gens, de leur donner des retours d'expérience fréquemment. Le courage, si vous voulez, parce qu'en fait, un management complaisant, c'est un management qui ne dit pas les choses quand ça ne va pas, et puis qui, au bout d'un moment, au bout de 6 mois, 1 an, dit à un salarié tout d'un coup, ça ne va plus.
Mais parce que pendant des mois, en fait, il n'a pas dit ce qu'il fallait dire. Donc, ça demande à travailler sur des choses qui sont pas toujours dans la nature humaine, parce que c'est plus facile d'annoncer les bonnes nouvelles, de dire les bonus, de dire que ça va bien que de dire que ça va mal. Savoir dire quand ça va mal, parce que en effet, le fait qu'il y ait une pression et tout, ça ne justifie pas tout, ça ne justifie même rien, j'ai envie de dire, sur le mode relationnel. Et pour que le mode relationnel soit bon, il faut que s'il soit clair et que la relation elle soit pas faite de non-dits. Tout ça, c'est des choses, ça s'apprend en fait. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas inné pour tout le monde, en tout cas, moi, je veux dire, dans ce que je vois autour de moi. N'hésitez pas à rebondir dans le chat, on prendra le plus de questions possible au fur et à mesure de vos réactions. Alors, sur le sujet du harcèlement sexuel d'ambiance, donc c'est une expression que j'ai découverte moi aussi, en tout cas par sa définition dans cette étude, mais qui est très importante pour bien comprendre toute cette problématique du harcèlement sexuel d'ambiance, enfin au global en tout cas. Romain, si tu peux nous montrer la slide suivante sur le harcèlement sexuel d'ambiance. On voit que c'est un sujet qui est majeur. Alors là aussi, plutôt en recul. Hein, on voit que le harcèlement sexuel, sont ces blagues sexistes, c'est collectif parfois, hein, qui créent une forme d'oppression pour certains. Romain, si tu peux nous la passer. Mais en tout cas, comment vous réagissez là-dessus sur cette forte présence encore du harcèlement sexuel d'ambiance, même si on voit que c'est un recul. C'était parfois corrélé à cette, comment dire, on allait dire, Bertie parlait d'entreprise cool. Hein, avant, la pub, c'était une entreprise cool. Parfois, il y avait corrélé à ça, ce harcèlement sexuel d'ambiance, oui, parce que c'était cool. On a changé de cap, on a changé d'entreprise aujourd'hui. Julie, comment vous voyez ça? Alors, je ne sais pas si on a encore changé de cap et encore changé de culture au sein de nos agences, mais en tout cas, il faudrait que ça change, en effet. Juste un point important en termes de méthodologie, bien entendu que pour chaque forme d'harcèlement ou d'agression, on avait accompagné le questionnaire de la définition. Et c'est très important de parler du harcèlement sexuel d'ambiance parce que la façon dont il est envisagé le plus souvent, c'est oh, ça va, c'est des blagues reloues ou oh, on a le droit de se détendre. Et c'est vrai qu'on est un milieu, en fait, contrairement à peut-être d'autres milieux beaucoup plus formels, où à un moment donné, on peut être dans les rapports informels, on se tutoie tous, on peut avoir en open space l'impression d'être une grande famille. Et puis comme on gère justement beaucoup de pression, on peut avoir envie de rigoler un peu. Voilà, et bien c'est ces mythes-là, en fait, qu'il faut aujourd'hui exploser. C'est-à-dire que des blagues reloues à répétition, des dynamiques de groupe au sein d'un service, ou même des dynamiques isolées, parce que ça peut être le fait d'un groupe, d'un boys club, comme on les appelle au sein des Lyonnes, mais ça peut être aussi le fait d'un individu isolé qui aime bien rire, parce qu'il est comme ça. Eh bien, ces trucs-là, en fait, il faut absolument y mettre fin. Voilà. Donc, il faut à un moment donné que le harcèlement sexuel d'ambiance, il soit bien défini auprès de tout le monde, que tout le monde comprenne exactement de quoi on se parle. Et quand il arrive, quand il se présente, il faut que les gens soient suffisamment en sécurité pour pouvoir prendre la parole et y mettre fin. Dire cette blague n'est pas acceptable, je me sens agressée quand je vous entends rigoler en permanence sur tel sujet. Voilà, et c'est ce climat-là qu'il faut qu'on crée dans nos agences aujourd'hui, où à un moment donné, ceux qui rigolent pourront aussi tomber sur d'autres personnes qui ne le vivent pas de la même façon et qui pourront faire entendre leur voix. C'est ça qui est important aujourd'hui, parce que ces personnes-là, la plupart du temps, elles prennent pas la parole et elles souffrent, parce que le harcèlement sexuel d'ambiance, c'est un harcèlement. Ce harcèlement sexuel d'ambiance, est-ce qu'il est en recul, David, Bertie? Alors, si je suis honnête, et je ne citerai personne, etc., mais il n'est pas. D'abord, je pense qu'il est en partie générationnel, que quand même la nouvelle génération m'a l'air quand même beaucoup plus d'avoir pris ses distances avec la corporation des blagues reloues. Quoique, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, générationnellement, ce qui est sûr, c'est que la nouvelle génération de femmes l'accepte plus du tout. Donc, c'est devenu vraiment impossible. Après, il peut être lié à des secteurs. Je ne parlerai pas de secteur d'activité dans mes clients, mais moi, c'est très lié à certains secteurs d'activité.
Et là, je ne parle pas de l'agence, je parle des clients. Que, comme par hasard, les secteurs d'activité qui sont très virils, quand ils voient arriver les publicitaires, et que parmi les publicitaires, il y a plus de la moitié de femmes, tout d'un coup, il y a une espèce de lâchage de blagues reloues et de commentaires inappropriés. Donc, honnêtement, c'est un sujet qu'on partage aussi avec les clients et où il faut aussi que d'autres secteurs fassent leur introspection sur ce sujet-là, je pense. Ouais. David, même question. Même si je voyais une réaction intéressante dans le chat, quelqu'un faisait remarquer que sans doute le télétravail était plutôt bénéfique pour ça, c'est-à-dire que cette distance et le fait qu'on travaille avec des outils numériques et des visios, etc., était moins propice au côté harcèlement sexuel d'ambiance. Oui, il faut espérer. Faut espérer, mais je dirais que avec le télétravail, forcément, on a éliminé une partie de l'informel, je dirais pour le meilleur et pour le pire. Parce que c'est important, les échanges informels, quand même. Ça fait aussi en partie de la chaleur de la vie. Donc, simplement, les réunions Teams, si elles pouvaient commencer ne serait-ce que par bonjour, comment tu vas, comment tu passé ta journée, tu vois, deux trucs, parce que ce rythme-là nous met dans une espèce de truc d'efficacité où il n'y a plus de place pour un peu d'humanité dans les relations professionnelles. Donc, faire attention. Mais de l'autre côté, c'est vrai que du coup, il y a moins d'échanges informels. Donc, globalement, là, il faut vraiment se vouloir pour lancer une blague relou quand on est à 9 en Teams. Il faut vraiment avoir le moral. Certes. David? Oui, déjà, le premier point, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des termes avec des définitions. Donc, ça existe, ça s'appelle quelque chose. Et en fait, si les gens ne sont pas formés sur ces sujets, c'est très compliqué de mettre le doigt sur ce qu'on est en train de voir. Donc, ça appelle déjà à beaucoup d'informations sur les différents types de harcèlement qui peuvent exister pour pouvoir les nommer, d'autant plus que ce sont des termes qui font peur. Donc là-dessus, je reprends complètement ce dont tu parlais tout à l'heure, Julie. On a fait en sorte dans l'étude qu'il y ait toujours une définition du harcèlement précise pour que les gens puissent nommer ce qu'ils vont constater. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que moi, j'ai toujours remercié les gens qui étaient venus m'informer d'un truc qu'ils ne trouvaient pas supportable dans le contexte. Et souvent, c'est des gens qui déboulent. C'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, dans différentes agences, des gens qui sont arrivés et qui m'ont dit, tu sais, moi, je trouve pas ça très drôle, en fait, ce qui se passe là. Et en effet, quand on arrive dans un nouveau contexte, parfois, on a l'habitude, ce contexte a l'habitude de faire certaines choses, et que c'est pas acceptable pour les nouveaux entrants. Donc, il faut beaucoup de vigilance quand on accueille les nouveaux, particulièrement. Il faut toujours se sentir autorisé d'aller parler de la manière dont on vous parle. Et donc, je remercierai toujours les gens qui, moi, viennent m'alerter sur un sujet, parce que parfois, on ne le voit pas, en fait, en tant que dirigeant. Parfois, ça peut se passer dans certains groupes. Et surtout, quand des nouveaux arrivent, il y a forcément une adaptation culturelle. Ce qui est certain, c'est ce que disait Bertille, c'est que l'époque est très différente de ce qui a pu exister des années. Et aujourd'hui, les modes de relation sont plus complètement les mêmes, fort heureusement. Pour autant, le plus important, c'est que les gens se sentent autorisés de venir parler de la manière dont on leur parle, ou de la manière dont eux reçoivent des blagues. Parce que c'est pas parce qu'un groupe qui existe et qui travaille ensemble depuis 5 ans aime bien vivre dans un certain type d'ambiance que ce type d'ambiance doit s'imposer aux nouveaux. Donc les gens qui accueillent sont hyper responsables, et les gens qui arrivent ont complètement le droit de venir prévenir et de dire que ça ne leur correspond pas tellement. Alors c'est pas simple, mais l'avantage c'est que maintenant il y a un nom, si on n'était pas au courant, ça s'appelle du harcèlement sexuel d'ambiance, et qu'on peut aller en parler, quoi. Ça conduit à la question des moyens de réaction. Alors, on n'a pas pris ces slides-là, mais on voit quand même que dans l'étude, les personnes, quand elles sont confrontées à du harcèlement, qu'il soit moral, sexuel, du harcèlement sexuel d'ambiance, ne savent pas vraiment vers qui se tourner, ne savent pas vraiment quel levier actionner. Bon, il y a du boulot à faire là-dessus encore, hein, Lédione, Julie? Alors oui, il y a énormément de travail à faire. D'abord, il y a un socle légal et des obligations pour toutes les entreprises, petites ou grosses. C'est d'avoir aujourd'hui des référents harcèlement au sein de l'entreprise. À quoi doivent servir ces référents harcèlement? D'abord, à un moment donné, aider ceux qui ne savent pas exactement à qualifier en fait les faits. Parce que parfois, on peut ne pas savoir, on peut ne pas être sûr. Est-ce que c'est du harcèlement moral? Est-ce que c'est du harcèlement sexuel d'ambiance? Les agressions, c'est normalement beaucoup plus facile à identifier, mais même à ce niveau-là, en fait.
Donc ça, c'est le socle de départ. Mais ça suffit pas, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu beaucoup de présidents d'agences me dire: «On a mis en place des référents harcèlement, on a communiqué sur qui étaient ces référents harcèlement, on a redit l'autonomie qu'ils avaient par rapport à la direction». Vous pouvez pas demander à un salarié au sein d'une agence, à lui seul ou même s'ils sont un groupe, de 3 ou 4, de régler le problème du harcèlement dans une organisation, c'est pas possible. Le job des référents harcèlement, c'est clairement d'informer et de justement, essayer de faire «comprendre» entre guillemets et de qualifier les faits quand ils sont en cause. Mais ça suffit pas. Tant que dans les agences, en fait, tant que dans les organisations, on n'aura pas mis des procédures claires, automatiques, systématiques en cas de signalement de faits, et ben, la confiance au niveau des salariés, elle ne sera pas là. Pourquoi voulez-vous, à un moment donné, si vous n'avez pas, David Leclabar comme président d'agence qui sera toujours content de vous entendre, si à un moment donné vous venez lui poser des questions ou, interroger sur, l'atmosphère ou l'environnement, quand vous n'êtes pas dans cette situation-là, pourquoi à un moment donné vous iriez, parler à votre manager ou au manager de votre manager ou à quelqu'un de la direction? Comment créer la confiance en fait? C'est impossible. Parce que la moitié des gens, en fait, signalent des faits, mais l'autre moitié qui ne les signale pas, c'est parce qu'ils ont peur, à un moment donné, que ça leur soit reproché. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, on a besoin d'automatisme et de systématisme dans les procédures. Il y a un signalement. Ce signalement, il doit faire l'objet derrière d'une enquête. On a plus ou moins ensuite des ressources humaines qui peuvent faire ce travail-là, ou on peut aller chercher en extérieur des gens pour faire ce travail d'enquête. Et après, il y a forcément à un moment donné des sanctions qui doivent être prises si à un moment donné, il y a une faute qui est reconnue. Aujourd'hui, c'est encore laissé à l'arbitraire des directions. Et c'est bien parce que c'est laissé à l'arbitraire des directions que les gens ne signalent pas les faits, en fait. Parce qu'ils ont trop peur que cet arbitraire soit en leur défaveur. Le sujet-là de la, comment dire, j'allais dire de la réaction et de la façon d'alerter en entreprise. Ouais, c'est un sujet essentiel. Encore une fois, on le voit dans l'étude, les gens, et en effet, il y a de la peur, parce qu'évidemment, déjà, quand on est victime, il faut voir qu'on en parle encore moins que quand on est témoin. C'est bien des situations, et quand on suit des formations, on s'aperçoit que les victimes, très souvent, ne se sentent même pas autorisées, elles, à en parler parce qu'elles se sentent dévalorisées, c'est une situation qui est très agréable à vivre. Et donc, c'est très compliqué à faire sortir ces sujets-là. Or, si ces sujets-là, ils ne sortent pas, on ne pourra pas faire évoluer correctement la profession. Le plus important, c'est que quand on est témoin d'une situation comme celle-ci, on puisse en parler pour derrière que ça entraîne une action. C'est essentiel. Alors pour ça, en effet, il y a plein de mesures qui existent. Et encore une fois, il n'y a pas assez d'informations et il n'y a pas assez de formation. Parce que l'information, ça ne suffit pas, et ça, je partage complètement le point de vue de Julie là-dessus. Parce qu'après, il faut faire des exercices pour comprendre ce qui se passe, des exercices pratiques pour comprendre de quoi on est témoin ou ce qu'on subit réellement, pour différencier les choses. Et après, savoir correctement alerter. Et après, pour les RH, être formés à recevoir ce type de témoignage, qui n'est pas toujours simple. Idem pour le référent harcèlement. On n'est pas né avec un savoir-faire. Je sais prendre les témoignages des gens qui ont subi des harcèlements, pour constater des harcèlements. C'est qu'il faut être accompagné pour faire ça. Et puis après, il y a des procédures qui se mettent en place. Là-dessus, il n'y a pas une réponse simple, il y en a plusieurs. Typiquement, la ACC a commencé à travailler avec la branche pour trouver un accord de branche sur le sujet du harcèlement. Que ces choses-là puissent être aujourd'hui identifiées dans le dialogue paritaire, ce qui n'était pas encore le cas, et qu'on puisse mettre en place dans le programme de lutte contre le harcèlement une action de filière. Donc ça, c'est un premier point. Et après, deuxièmement, il faut que les gens sachent que dès lors qu'ils sont témoins ou lanceurs d'alerte, ils sont légalement protégés. Donc, dès lors qu'on est dans une situation où on est témoin de quelque chose, on est légalement protégé. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à faire sortir le sujet et pouvoir l'amener, en effet, à la direction, parce que là où Julie a raison, c'est la direction d'entreprise qui doit prendre la décision, notamment pour protéger l'entreprise. Parce que s'il y a un cas de management dysfonctionnel au sein de la boîte, il faut que la boîte puisse s'identifier pour pas qu'elle se retrouve complètement bloquée. Il faut bien rappeler à tout le monde que dès lors qu'on est témoin d'une situation comme celle-ci, en tant que témoin ou lanceur d'alerte, on est protégé. Sur ce sujet de l'alerte, Bertille, et des process. D'ailleurs, j'ajoutais juste une réaction dans le chat, quelqu'un demandait, mais quelle que soit la taille de l'entreprise, il faut qu'il y ait des référents harcèlement, mais comment sensibiliser, parce qu'on voit que dans notre secteur, il y a beaucoup de petites entreprises, de petites structures, et comment la ACC aussi incite les agences à prendre des référents harcèlement ou à créer
Comment elle incite? Déjà, encore une fois, formation, information. Nous, on ne peut pas aller réguler les agences les unes après les autres, c'est pas notre job. Et honnêtement, on n'a ni le pouvoir, ni même la velléité de le faire. Notre job, c'est de former et d'informer les managers, parce que la STC est un syndicat de patrons directeurs. En fait. Ce n'est pas le syndicat de tous les salariés, c'est un syndicat qui est une émanation du MEDEF, et donc c'est un syndicat de patrons. Donc nous, notre job, c'est d'alerter très fortement les patrons et les managers sur les risques qu'ils prennent à ne pas le faire. Il y a les risques sociaux, il y a les risques juridiques, mais il y a les risques sur l'attraction des talents, tout simplement. Il y a les risques sur l'ambiance de leur agence. Il y a les risques sur la performance derrière, parce que c'est des risques en cascade. Donc, nous, notre job, c'est d'alerter très fortement les gens pour qu'ils aillent vers la formation et l'information sur ces sujets. Ça, c'est important, surtout sur les petites agences, parce que quand vous avez tout dit, quand on est sur des agences qui font moins de 20 personnes, moins de 10 personnes, ça devient très compliqué d'intervenir sur tous ces sujets-là. Donc, honnêtement, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Les sujets sont délicats. Donc, il y a un premier truc qui est la formation et l'information. Il faut être assez précis sur ce dont on parle, parce qu'on ne peut pas tout qualifier de harcèlement. On ne peut pas dire harcèlement pour tout non plus. Donc, il faut arriver à qualifier et être précis sur ce dont on parle. Il faut mettre en place des procédures. Et des procédures qui sont, ce que dit Julie, qui sont systématiques à partir du moment où elles sont lancées. Et j'ai envie de vous dire, après, j'ai l'impression qu'il y a quand même un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire que faut être un peu radical, je pense, dans les décisions. En tout cas, dans les années qui vont suivre, pour que ce soit très clair, pour que les messages soient très clairement entendus. Nous, en tout cas, concernant la ACC, on a décidé de. Il y avait dans les statuts de la ACC la possibilité d'avoir un comité d'éthique. Tu m'arrêtes, David, si je dis des bêtises. Comité d'éthique, le nom. Et en fait, il n'avait jamais été activé. Commission de déontologie. Commission de déontologie. Je savais que j'étais en train de dire une connerie, mais je ne savais plus laquelle. Donc, commission de déontologie. Nous avons décidé de réhabiliter la commission de déontologie. Et dans cette commission de déontologie, il n'y aura pas que des publicitaires, des communicants, des agences, il y aura aussi des tiers. Donc, on va inviter à siéger des gens qui sont des tiers. Et quand on aura trop de cas de signalement sur une agence, nous, on ne peut pas intervenir sur l'agence, mais par contre, la commission de déontologie peut décider de mettre sur la touche ou de sortir, ou en tout cas qu'une agence ne peut plus, dans ces circonstances-là, faire partie de la ACC tant qu'elle n'a pas résolu ce problème-là, ou en tout cas tant qu'elle n'a pas résolu tel ou tel problème de management. Donc, ça, c'est la façon la plus objective d'intervenir en tant qu'ACC. Je ne parle pas en tant que manager de notre agence personnelle. Donc là, parce qu'effectivement, on avait une question, si vous m'entendez bien, parce que mon image est figée, mais le son a l'air de fonctionner. Il y avait une question sur le rôle de la ACC, justement, pour alerter et signaler des cas, comme les Lyon le font très, très bien depuis 2 ans et 3 ans. Est-ce que ce serait un travail conjoint dans ces cas-là? Est-ce qu'on ne peut pas intervenir auprès de l'agence parce que c'est le rôle d'un syndicat? Je vais être très clair. C'est que généralement, quand on est au courant d'un truc qui se passe en agence, à la ACC, c'est que déjà, c'est sur les médias sociaux, que tout le monde est au courant. Et généralement, les managers, ils nous ont déjà appelés. Vous voulez que je vous dise? Et généralement, ils nous appellent en nous disant: est-ce que vous pouvez servir d'intermédiaire? Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver des solutions? Est-ce que vous pouvez nous aider? Etc. Donc, dans ces cas-là, quand on est sollicité, évidemment, on intervient et qu'on essaye, en tout cas, d'apporter des solutions, ou proposer des solutions à ces agences-là. Voilà. Après, encore une fois, on ne peut pas décider, nous, d'aller remplacer le management de telle ou telle agence.
Les Lyonnes, alors. Après, du coup, ouais, moi, du coup, je vais inviter tous ceux qui, à un moment donné, veulent alerter à contacter les Lyonnes. On a un comité victime, donc un tout petit peu d'information et de promotion du travail exceptionnel que font les Lyonnes aujourd'hui. On a un comité victime qui est complètement indépendant et qui est complètement autonome du reste de l'association. C'est très important parce que justement, la première mission de ce comité victime, c'est d'accueillir la parole de victimes potentielles et de protéger leur anonymat. Parce que ce qu'on entend aussi très souvent, c'est qu'on est une petite industrie, on est un petit milieu. Donc en fait, ça, c'est le travail du comité victime. Le comité victime, il protège la parole des femmes qui s'adressent à lui et des hommes, c'est arrivé aussi. Et ensuite, en fait, il articule des recommandations auprès de l'association. Et l'association, c'est arrivé à plusieurs reprises, est intervenue auprès des directions des agences. Et on l'a fait, et très souvent d'ailleurs, on l'a plus souvent fait de manière silencieuse que de manière tapageuse. C'est-à-dire que ce qui se voit souvent de l'action des Lyonnes, c'est nos collages nocturnes, parce que parfois, quand on ne veut pas nous recevoir, quand on ne veut pas nous entendre, eh ben on trouve un moyen de s'exprimer. Mais on a aussi très souvent, à un moment donné, réussi à intervenir dans des organisations sans que ça se sache, mais pour essayer justement de faire remonter une alerte et ouvrir une discussion avec ces directions-là. Donc en fait, il ne faut absolument pas hésiter à faire appel aux Lyonnes, parce qu'on sait faire en fait. Parce que c'est compliqué à un moment donné de rentrer dans un dialogue avec une direction, avec un management, et que c'est la place et le rôle de l'association, c'est bien d'aider les gens qui en ont besoin à ce niveau-là. Dans les questions du chat, Megan nous demandait, il nous dit, vous avez remarqué, il faut aussi que les agences arrêtent de faire barrage à la création de CSE. Est-ce que vous avez... Alors ça, c'est plutôt pour les petites structures, j'imagine. Est-ce que les CSE ne sont pas une partie de la solution aussi? Là-dessus, tu veux que je réponde, Bertie? Vas-y. Là-dessus, oui, évidemment. Il y a trois types de solutions quand même par rapport à ce sujet-là qui sont encore une fois complexes. Il y a un premier type de solution, c'est le management de l'entreprise. Il faut que le management là-dessus soit impeccable. Donc, le management, c'est les managers, c'est la direction et c'est aussi les RH, qu'il y ait une personne en charge des RH ou au moins qu'il y ait une politique de RH. Ça, c'est un premier point qui est un recours hyper important. Après, il y a un deuxième point qui est important, qui est le système paritaire dans l'agence. Et là, il peut y avoir le référent harcèlement qui peut jouer un jeu. En effet, dès lors que les entreprises sont plus de 11 personnes, je crois. Et puis après, il y a le principe du CSE, qui est un super outil, qui est hyper utile au niveau paritaire d'une entreprise et qui est un deuxième recours qui est très important pour les salariés. Après, évidemment que les agences qui bloquent le développement de CSE, nous, on ne peut pas encourager ça à la SCC. Et puis, on pense qu'on doit progresser sur ces sujets-là et qu'on doit être les plus attractifs pour les talents. Un dialogue paritaire est une très bonne solution pour faire progresser l'entreprise. Et puis après, il y a un troisième recours qui est extrêmement important. On en parlait tout à l'heure, je crois, dans le chat, quelqu'un pose la question. Il y a la médecine du travail, en effet, qui est un très bon recours et tout le monde y a accès, même les toutes petites entreprises. Et puis après, il y a des outils qui sont mis en place par l'ACC pour toutes les agences. Parce qu'il faut bien voir que l'ACC, une association professionnelle, dont les membres sont les agences et pas les dirigeants des agences. Les dirigeants des agences sont les représentants des membres. Donc ça, c'est un peu technique, mais c'est important pour comprendre comment ça fonctionne. Et par rapport à ça, on va travailler différents outils qui sont par contre accessibles à tout le monde et pas qu'aux 200 ou 230 adhérents de la SOS. Et dans ces outils-là, il va y avoir à la fois des formations, dont on a parlé, et les formations, il y a des programmes de formation qui ont lieu tous les ans pour différents types de profils, qu'on soit quelqu'un, un salarié lambda dans une équipe, qu'on soit dans l'encadrement, qu'on soit manager, qu'on soit RH ou qu'on soit dans la direction. Donc des types de formations qui sont très précis. Il y a des outils de support des corpus, donc il peut y avoir des MOOC sur les présentations qui ont été développées. Il y a aussi un guide de lutte contre le harcèlement qui existe. Donc il y a un corpus qu'on peut proposer à tous les types d'agences, même une agence de 2 personnes a accès à ce sujet-là. Et puis après, il y a comment est-ce qu'on avance encore plus loin sur ce sujet. Donc on a l'étude qui nous aide à piloter, évidemment, qui est essentielle, le programme. Et puis après, il y a des outils que nous sommes en train de tester qui permettent une libération de la parole si les agences le souhaitent. Donc par rapport à cette réponse, par rapport à ces différentes questions à ce problème, il y a plusieurs types de réponses, quoi. Et c'est pas vrai que la petite taille de l'agence empêche de faire des choses. C'est certainement plus compliqué quand on vit une situation de harcèlement dans une agence à 3, j'imagine bien pour des raisons humaines, que quand une agence un peu plus grande où il y a des recours qui existent et qui sont structurés. En tout cas, l'obligation pour nous de la profession, c'est d'être beaucoup plus carré sur les cadres qu'on met en place pour accompagner les talents qui progressent
dans une ambiance qui soit sécure, épanouissante et hyper lisible, quoi. C'est juste rebondir parce que je vois dans la truc chouette, la ACC va enfin proposer des choses. Je voudrais dire aux gens et à tous les gens qui nous écoutent qu'il y a des formations, des points d'information, des choses qui sont proposées et parfois depuis longtemps. Et là, je vais mettre une balle dans le camp de tout le monde. C'est que l'information et la formation, elle peut être proposée, mais il faut aussi des gens pour y assister. Parce que nous, on nous réserve des formations et les gens ne se pointent pas. Et on se retrouve avec 8 personnes et on a l'intervenant qui est là, avec sa formation sous le bras et qui est prêt à former des gens. Et les gens ne viennent pas à la formation. Et alors, on pourrait se dire, bah alors ça, c'est propre à la ACC. Mais pas du tout. Parce que moi, chez BETC, je fais la même expérience. On a un programme, ça s'appelle Never Stop Learning. C'est les meilleurs de l'agence. C'est Mercedes qui vient proposer la CPI. C'est Marianne Hurstel qui vient proposer les prosumers, c'est machin. Et on a la moitié des gens qui, à la dernière minute, ne viennent pas. Je vous invite d'ailleurs, sur le coup, à vous dire que le 6 mai matin, il y aura les états généraux de la communication sur la valeur et sur la problématique de la valeur avec les clients. Je vous invite à y participer parce qu'en fait, ce sont nos sujets. Nous, la seule chose qu'on a découvert avec David, c'est qu'en fait, il y avait des choses, mais elles n'étaient pas appliquées. Et que par contre, c'est quand même un coup de gueule pour dire qu'en fait, il y a des propositions, il y a des choses à faire, il y avait et en fait, il faut aussi qu'on décide que c'est prioritaire. Et moi, maintenant, j'ai décidé, en tout cas, c'est ce que je dis à mes équipes, que tous ces sujets-là sont prioritaires. Ça veut dire que je ne reprocherai jamais à quelqu'un de ne pas aller à une réunion pour avoir été à la formation aux risques psychosociaux. Et assister aux formations, ça va faire partie des critères d'évaluation de nos équipes. Et donc, ça va changer aussi le poids du corps. C'est à nous de décider, parce que pour le coup, je dirais, à la limite, au rôle d'un manager, c'est de décider ce qui est stratégique pour lui et son entreprise. Et donc, si on décide tous que c'est stratégique, eh ben, il faut qu'on évalue les gens sur ça, il faut qu'on privilégie ça, il faut qu'on dise, finalement, nos clients, on ne peut pas toujours être suspendu au désir de nos clients et finalement au tempo de nos clients. On doit avoir aussi un peu de temps pour s'occuper de nos agences, des gens qui travaillent avec nous et de nos formations. Merci, merci, merci. On va peut-être prendre une dernière réaction. Il y avait une question tout à l'heure sur Balance sur les réseaux sociaux qui a aussi fait du boulot depuis 6 mois sur Instagram. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mode de fonctionnement et de tous ces témoignages? Et deuxième sujet, c'est le sujet des clients, mais on en a déjà parlé. C'est quel lieu d'écoute pour des salariés qui seraient, comment dire, harcelés par des clients, j'allais dire. Vers qui ils doivent se tourner? Julie. Alors, je vais commencer. Très bien. Bien entendu que le travail que fait Balance ton Agency est très important. Parce que grâce à ce travail-là, en fait, il n'y a plus aucune organisation, aucune structure, aucun harceleur qui n'est à l'abri. Et du coup, c'est un vrai travail de libération de la parole et il est capital. Et honnêtement, on a vu changer à un moment donné le climat global autour de ces sujets-là aussi par la pression, par exemple, de Balance ton Agency. Donc, nous, du côté des Lyonnes, bien entendu qu'on soutient ce travail-là de libération de la parole, en fait, et qu'il faut que les victimes s'expriment. Après, ce en quoi on croit, c'est qu'à un moment donné, souvent, parfois, de temps en temps, en tout cas, ça suffit pas. Il suffit pas à un moment donné d'outer une organisation, il suffit pas d'outer un harceleur pour que ça fasse une différence. C'est pour ça que, et ça c'est un travail nous on a du côté des Lyonnes fait depuis 2 ans, on essaye toujours à un moment donné d'engager un dialogue constructif entre l'agence où les faits de harcèlement nous sont remontés, éventuellement même les harceleurs qui sont mis en cause. Parce qu'on croit à un moment donné que c'est par le dialogue qu'on peut engager la transformation. Ça nous est arrivé, nous, au sein des Lyonnes, d'engager des discussions avec des harceleurs qui ne se rendaient pas complètement compte qu'ils étaient harceleurs et d'engager un travail de prise de conscience
de les orienter vers des formations et des remises en question très profondes et très radicales pour qu'ils puissent changer. Donc le travail de BTA, il est essentiel, il est très important. Nous, par définition, on essaye d'aller plus loin en fait et de faire un travail justement de transformation et de changement au sein des organisations. Parce que parfois, à un moment donné, simplement outer les organisations ou les personnes, ça ne suffit pas. Moi, j'aimerais juste revenir sur le sujet agence-annonceur. Je partage entièrement, par exemple, ce qu'a dit Bertie tout à l'heure sur la pression économique et les problématiques de création de la valeur. Mais par ailleurs, je pense qu'il faut à aucun moment se déresponsabiliser. C'est-à-dire que c'est trop facile, surtout de la part d'un comité de direction, décaler la faute sur son client, sur sa marque ou sur son annonceur. C'est des relations, comme le disait David, il y a une interdépendance. C'est des relations qui sont difficiles. Et à un moment donné, quand elles dysfonctionnent, ça ne peut pas être que la faute de la marque, du client ou de l'annonceur. C'est aussi, à un moment donné, la responsabilité des dirigeants de l'agence de faire en sorte que cette relation qui dysfonctionne évolue. Voilà. Donc, comme je sais qu'on partage beaucoup les responsabilités, j'appelle aussi chacun, à un moment donné, à prendre ses responsabilités sur ces sujets-là. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Julie. Je suis désolée pour le ton agacé de tout à l'heure sur les formations, mais c'est parce que les formations, c'est beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Pour faire bien, c'est beaucoup d'énergie. Et que quand la salle est vide ou à moitié vide, parce que tout le monde a préféré faire autre chose, finalement, c'est révoltant, honnêtement. Mais sur les problématiques clients, moi je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a la solidarité du management avec ses équipes. Ça pose des questions aussi sur c'est quoi le rôle d'un management. Et je crois que le rôle d'un management, c'est quand même aussi de protéger et d'énormément protéger ses équipes et de parvenir finalement à laisser le problème en dehors de l'agence. Moi, je dis souvent, il faut arriver à laisser le champ de bataille à l'extérieur de l'agence. Donc, comment on repousse les lignes ennemies? Ça passe aussi par beaucoup de dialogue parce que les entreprises où il se passe ça, c'est souvent dans les entreprises où c'est toléré au plus haut niveau. Ce que je veux dire, c'est que dans une entreprise où le management n'est pas violent, où les gens sont dans le dialogue, où il n'y a jamais de débordement, etc., on ne tolère pas les managers défaillants. Ça devient culturel, c'est un système de valeurs. Donc il faut vraiment être très clair sur le fait que c'est notre premier devoir de manager, surtout dans ces temps difficiles, c'est de laisser une place importante, un, à la bienveillance et deux, à la nuance. Voilà, je pense que dans tout ce qui est dit là, c'est très très important parce qu'il faut être très courageux pour retourner voir un client et lui dire en fait ça ne va pas, cette façon-là d'agir ne nous va pas et il va falloir qu'on les aide et en tout cas nous tant qu'on est là à la CC, nous les patrons de la CC, on va pousser un peu fortement là du côté des agents, des clients, etc. pour dire il faut nous respecter mieux que ça. Il faut aller plus loin pour que justement les gens qui ont des problématiques avec des clients se sentent backupés, se disent quand même il y a tout un marché qui est derrière eux. Il faut vraiment se dire il y a tout un marché qui est derrière eux sur ce combat-là et cette approche-là. C'est très important parce que c'est trop facile de dire ce problème, il est dans la publicité. Ce problème, il n'est pas juste dans la publicité. Juste de David, et après on va s'arrêter là. Vas-y, David. Ah, pardon. Oui, pour revenir par rapport à la question qui a été posée, comment est-ce qu'on fait si ça ne se passe pas avec un client? Déjà, il faut savoir que rien ne justifie que quelqu'un vous parle mal. Jamais. C'est une règle de base. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation dans la vie qui autorise que quelqu'un vous parle mal. Alors, encore moins dans un milieu professionnel. Donc, il ne faut pas accepter. Ça, c'est le premier point. Après, c'est compliqué parce qu'en effet, il faut du courage. Ils ne sont pas toujours autorisés. Et le manager sert à ça. Après, évidemment, c'est facile à dire parce qu'en fonction des entreprises, le mandat des managers n'est pas le même.
Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises où le mandat du manager, eh ben, c'est sa boîte, il décide de ce qu'il fait et c'est simple pour lui. Et puis il y a d'autres entreprises où, hélas, le manager, il ne peut pas décider de tout parce qu'il y a des actionnaires ou il y a un autre système qui fait que son mandat est plus limité. Mais en tout cas, d'un point de vue individuel, qu'on vous parle mal, ce n'est pas acceptable. Point final, rien d'autre. Et deuxièmement, s'il y a un problème, vous pouvez toujours en parler à votre supérieur. Il faut le faire, c'est extrêmement important. Et ça ne s'arrange jamais en laissant pourrir. C'est pas vrai. Et parler de comment on nous parle, c'est normal, on le fait toute la vie. Il faut voir qu'en agence, faire du feedback sur le contenu, donc sur les idées, sur les prêts, sur les créas, on le fait tous les jours auprès de tout le monde. Tous les jours, on dit « Ah, ton idée, elle est pas mal, il faudrait peut-être un peu la changer. » Donc sur le contenu, on n'a aucun problème pour feedbacker. Par contre, sur le process, sur le mode relationnel, sur comment s'est tenue la réunion, sur comment tu m'as parlé, sur pourquoi tu es en retard, là, on n'est pas très bon en feedback, hein, je trouve. Je me mets dans le lot commun. Donc là-dessus, on peut progresser. Donc ça, c'était juste pour répondre à ta deuxième question. Sur la première question par rapport à BTA et l'évolution, évidemment, BTA pousse une libération de la parole qui est extrêmement importante et qui nous a tous marqués. Après, le rôle de l'ACC, c'est de faire en sorte qu'on puisse mettre les conditions pour que les gens sortent de l'anonymat et que des actions soient entreprises. C'est ça notre rôle. Quels sont les cadres qu'on met en place pour que les gens puissent sortir de l'anonymat, pour que des actions soient entreprises? C'est hyper important. Et on avait pris réunion tout de suite après notre arrivée avec Bertie, avec Lyon et avec BTA et les parties prenantes pour les écouter, évidemment, et construire progressivement le programme de harcèlement et le compléter comme on est en train de le faire. Mais ce qui est très important, c'est comment est-ce qu'on sort de l'anonymat pour que des actions aient lieu. Moi, je voulais vous remercier tous les trois, remercier aussi les 400 personnes qui étaient inscrites ce matin à la conférence, et puis en espérant qu'on a apporté une pierre à ce combat et qu'on a avancé sur ce sujet-là. Je sais que c'est que le début sûrement, mais encore merci à tous les trois pour votre mobilisation et merci à tous ce matin de nous avoir suivis. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Pour tous les gens qui posaient des questions. Merci.